Chers amis auditeurs, bonsoir. Je suis Benoît Aguelon, artisan tailleur à Neuilly-sur-Seine et j'anime le libre journal des artisans le samedi de la semaine D de Radio Courtoisie. Vous pourrez ainsi, avec la nouvelle grille de programme, nous réentendre vendredi prochain sur un autre thème. Alors aujourd'hui, je n'accueille pas un artisan, j'accueille l'abbé Grégoire Cellier, qui est abbé de Notre-Dame de Consolation et qui fait l'objet d'une restauration qui va nous expliquer et l'histoire de Notre-Dame de Consolation, qui est une restauration que j'ai intitulée entre artisanat et mémoire. Bonsoir monsieur l'abbé. Bonsoir monsieur et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Alors, l'histoire de Notre-Dame de Consolation est relativement récente, elle date d'il y a un petit peu plus d'un siècle. Quel a été le fait à l'origine de Notre-Dame de Consolation qui est située dans le 8e arrondissement de Paris? Voilà. Donc je voudrais d'abord dire que je ne suis pas là en tant que prêtre. On ne va pas parler de choses surnaturelles directement. Non, on va parler vraiment je suis là plutôt comme maître d'ouvrage du chantier de rénovation de la chapelle Notre-Dame de Consolation que je vais expliquer. Et donc, si je puis dire, pour les auditeurs qui écoutent ce journal des artisans, je viens porter la voix des compagnons, des artisans, des ouvriers qui travaillent sur ce chantier. C'est tout à fait ça. Et de notre architecte des monuments historiques qui dirige tout cet ensemble. Donc je crois que c'est dans cet esprit que nous allons parler. Donc effectivement, la chapelle Notre-Dame de Consolation est le mémorial de l'incendie du bazar de la Charité. Donc le 4 mai 1897, dans cette rue Jean Goujon, qui n'est qu'en partie construite, une grande kermesse commence, qui doit durer un mois, une grande kermesse de charité, une grande kermesse pour recueillir des dons pour les pauvres et les gens en difficulté. Et je dirais une ou deux heures après le début de ce long parcours d'un mois, n'est-ce pas, un incendie se déclare, un incendie extrêmement violent, extrêmement rapide. En un quart d'heure, je dirais, les flammes envahissent tout. Les pompiers qui arriveront très vite de leur caserne, où ils sont toujours porte Champéret, avec des voitures à chevaux, arriveront en 20-25 minutes. Donc, ils sont venus vraiment très rapidement. Oui. Mais il est trop tard. 125 personnes sont mortes. Brutalement, et des centaines ont été blessées, brûlées, etc. Des personnes de la bonne société. Et donc, effectivement, qui est là principalement dans les stands, puisque c'est les personnes plutôt dans les stands qui ont été prises par le feu, bloquées, etc. Ce sont des dames de la bonne société, de l'aristocratie ou de la haute bourgeoisie, qui s'adonnent aux bonnes œuvres pour aider les gens en difficulté. Alors, elles peuvent avoir leurs enfants, elles peuvent avoir leurs servantes, etc. Donc, on va avoir... Puis, il y a des religieux, des religieuses qui sont présents à cela. Et donc, grande émotion en France, parce que les gens sont très connus, notamment la personne la plus connue, la duchesse d'Alençon, la sœur de l'impératrice Sissi, n'est-ce pas? Oui. Et un deuil national est lancé par le gouvernement, pourtant très anticlérical. Mm-hmm. Et ensuite, une souscription nationale est lancée donc on achète une partie du terrain où s'est déroulé le drame. Oui. Les familles des victimes, les descendants des victimes, les gens qui sont liés aux victimes, achètent ce terrain et lancent une souscription nationale et font construire par un architecte qui s'appelle Albert Gilbert un magnifique monument, n'est-ce pas, qui obtiendra la médaille d'or de l'exposition universelle de 1900, puisqu'elle sera inaugurée le 4 mai 1900. D'accord. Cette chapelle néo-Louis XVI, qui est une chapelle donc, sur rue, et derrière il y a un couvent qui comporte notamment un chemin de croix, un grand chemin de croix qui honore la mémoire des victimes. Et donc, cette chapelle a été attribuée, si vous voulez, d'abord à des religieuses dont la spécialité était de prier pour les âmes du purgatoire, donc c'était évidemment parfaitement en lien avec le but de ce mémorial qui est de prier pour ces âmes qui sont parties dans les souffrances. Et elles vont rester 52 ans. Puis ensuite, ce seront des missionnaires italiens qui s'occupent des immigrés italiens qui vont rester 60 ans. Et nous-mêmes, la Fraternité Saint-Pie X, donc depuis 2013, nous sommes là pour un bail de 50 ans. Et dans ce bail, notre mission est de restaurer, rénover cette chapelle qui a maintenant 125 ans d'existence. Et la pollution, le vieillissement demandaient que soit rénovée cette chapelle. Et c'est ce que nous avons
entamé, donc il y a 1 an maintenant, puisque nous avons commencé le 7 octobre 2024, et ça va durer environ 5-6 ans pour l'ensemble de la rénovation de l'ensemble de l'église, extérieure et intérieure. D'accord, c'est un projet de longue haleine, il y a une histoire qui est très riche. On va remonter un petit peu sur Notre-Dame de Consolation. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur Notre-Dame de Consolation et puis peut-être un petit point religieux sur le choix de cette dédicace? Voilà, donc effectivement, sur la façade est inscrite « Ne soyez pas dans la peine comme ceux qui n'ont pas d'espérance ». Donc c'est un monument vraiment chrétien qui a l'espérance de la vie éternelle, l'espérance du salut, l'espérance du soutien de Dieu. Et donc Notre-Dame de Consolation est effectivement pour consoler ceux qui ont perdu qui une épouse, qui une mère, puisqu'il y a principalement des femmes, parce que l'heure auquel se déclenche, les hommes sont soit à leur travail, soit à leur club, comme on faisait à l'époque, n'est-ce pas? Et donc, il y a essentiellement des femmes qui ont été emportées dans cet incendie. Et donc, effectivement, cette volonté de manifester cette confiance dans le secours de Dieu et dans la consolation qu'il apporte. Et donc c'est consacré à Notre-Dame de Consolation. Et effectivement, Gilbert dit qu'il s'agit d'honorer ses victimes, mais en même temps de porter un message d'espérance. Et donc la toile marouflée qui se trouve au sommet de la chapelle montre les victimes accueillies dans le ciel par la Bienheureuse Vierge Marie. D'accord, donc il y a la foi, il y a l'espérance, et au centre... Au fronton, il est marqué ne soyez pas tristes comme ceux qui n'ont pas d'espérance », c'est une parole de saint Paul, qui est donc l'espérance, et 2 grandes statues sur les 2 côtés de l'escalier monumental sont la foi et la charité. Foi, espérance, charité. Foi, espérance, charité, triptyque. Donc, le choix architectural de cet architecte était purement contemporain, donc c'est du néo-Louis XVI, c'est du néo-classique. Il était aussi contraint par la grandeur de ce qui avait été acheté, mais il a décidé que, étant donné la qualité, je dirais, de tradition de ces familles aristocratiques, représentantes, si vous voulez, d'une France éternelle, il a voulu lier ça, effectivement, à la fin, on va dire, à la fin de ce régime de la monarchie chrétienne, si vous voulez, par ce choix de cette architecture néoclassique. Louis XVI, il le dit explicitement. Dans sa notice, il a fait une très belle notice avec des photos et des dessins, un grand portfolio qui est très beau, qui est très intéressant, où il explique ce qu'il a fait, les matériaux qu'il a utilisés, les techniques qu'il a utilisées. C'est-à-dire assez drôle, c'est que nous avons pris comme entreprise de gros œuvres, donc l'entreprise pilote, disons, du chantier, nous avons pris nous avions 4 propositions, 4 devis, nous avons pris le mieux disant, comme on dit, le plus intéressant, qui s'appelle Prado Morin. Et en relisant cette notice, j'ai vu et découvert que ceux qui avaient fait le gros œuvre entre 1897 et 1900, c'était l'entreprise Prado Frères, c'est-à-dire l'entreprise originaire de cette entreprise. Donc c'est la même entreprise qui a construit, si vous voulez, l'essentiel et qui rénove aujourd'hui. D'accord, donc il y a une documentation qui existe. Non, ils ne le savaient pas. Eux-mêmes ne savaient pas que c'était eux qui avaient construit. D'accord. Et dans cette histoire, finalement, en fait, qui est à l'origine, il y a un mouvement, effectivement, un événement tragique. Le terrain a été acheté par les familles, c'est ça? Alors très exactement, ce sont les curés des paroisses environnantes qui ont reçu des dons. Oui. C'est l'évêché qui a acheté au nom des familles. D'accord. Et donc il y a eu la transaction nécessaire pour que les familles récupèrent ce terrain, et une souscription nationale qui a très bien marché, car il y a des très beaux matériaux, et donc on sent qu'il y a eu beaucoup de dons à travers la France pour ce... Encore une fois, ça a beaucoup marqué. Il s'est trouvé 2 choses. Il s'est trouvé qu'un photographe anglais passait par là et a pris des photos exceptionnelles de cet événement, qui ont pu être transmises dans la presse, et que la rue, qui croise la rue Jean Goujon, ça s'appelle la rue Bayard, et à Bayard étaient établis les Assomptionnistes avec
la bonne presse, c'est-à-dire La Croix, Le Pèlerin, etc., qui est devenu Bayard Presse à cause de leur rue, n'est-ce pas? Quand ils ont changé de nom, parce que Bonne Presse, ça leur faisait un petit peu mal. Mais, et donc, les journalistes de La Croix étaient tout à côté, ils sont à 100 mètres, si vous voulez. Enfin, ils ont déménagé maintenant. Et donc, ça a été couvert, si vous voulez, d'un point de vue presse, mondialement. Aux États-Unis, en Belgique, en Russie, en Allemagne. C'est un événement qui a retenti parce que c'était des familles, une partie des familles aristocratiques qui évidemment étaient liées, je dirais, aux familles européennes. Et notamment, et bien sûr, la duchesse d'Alençon. Le président de la République française, République anticléricale, a envoyé un télégramme de condoléances à l'empereur d'Autriche. Voilà. D'accord. Il y a eu ce photographe anglais, pour préciser, en fait, a pris des photos de la construction. Non, les photos de l'incendie. De l'incendie. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que le foyer était tellement important. Donc récemment, l'association, donc la chapelle appartient aux descendants des victimes. D'accord. La chapelle appartient aux descendants des victimes aujourd'hui. Sous forme d'indivision, c'est une association, mais sous forme de l'association les descendants des victimes, d'accord. Et cette association recherche évidemment les souvenirs de ce drame, etc. Ils ont acquis récemment des photos de ce photographe anglais qui n'avaient pas été publiés dans la presse à l'époque, des tirages qu'ils ont réussi à récupérer dans une vente. Et ces tirages sont très impressionnants. Ils nous les ont montrés à l'occasion tous les 4 mai. Toutes les 4 mai de chaque année, il y a une messe au souvenir des victimes. Et donc, à cette occasion-là, ils ont montré ces photos à ceux qui venaient à cette messe. Et ces photos, on voit en fait dans la rue Jean Goujon, si vous voulez. Donc, d'un côté, la rue Jean Goujon, il y a l'incendie qui est en train de brûler, si vous voulez. Et de l'autre côté, il y a des gens qui ont un tuyau d'eau à la main et qui jettent de l'eau vers le foyer, si vous voulez. Et des gens sortent de l'incendie, brûlés, etc. Et on ne peut pas s'approcher tellement la chaleur est intense et qu'ils n'ont pas d'éléments de protection. Ils jettent de l'eau et les gens meurent sous leurs yeux parce qu'on ne peut rien faire. Et c'est photographié par cet Anglais, quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre? Il a documenté ce drame. D'accord, c'est un véritable drame qui a touché la société française. Je vous ai dit, il y a eu un deuil national, c'est-à-dire que le gouvernement, dans son ensemble, a assisté à la messe d'obsèques à Notre-Dame. Qui était totalement anticlérical. Il était anticlérical, mais c'était Émile Loubet je sais plus. Mais l'ensemble du gouvernement était présent dans les stalles de Notre-Dame parce que c'était un événement trop important d'un point de vue social, d'un point de vue politique et d'un point de vue culturel, si vous voulez. D'accord. Je crois que ça a marqué aussi l'histoire des sapeurs-pompiers. Alors, si vous voulez, incidente. Voilà. De fait, si vous voulez, lorsque je rencontre des gens de la sécurité. Des pompiers, des architectes de sécurité de la préfecture, etc. Lorsque je leur dis « je suis la chapelle Notre-Dame de Consolation », ils me disent « oui, bon ». Lorsque je dis « l'incendie du bazar de la Charité », ils me disent « ah ça on sait ce que c'est, on voit ce que c'est ». Oui, c'est le cas d'école. Voilà. Alors, donc effectivement, ça a participé un petit peu de l'évolution des normes de sécurité. Mais la chose vraiment spécifique, c'est que c'est la première fois qu'on a reconnu des personnes grâce à leur dentition, puisque c'était des gens qui avaient certains statuts social. Donc, au lieu d'aller chez l'arracheur de dents sur la place du marché, n'est-ce pas, ils avaient un dentiste. Et comme ils étaient très brûlés, les vêtements étaient brûlés, tout ça, pour les reconnaître, certains on ne pouvait pas, et ils ont été reconnus par leur dentition grâce aux dentistes qui ont apporté le dossier dentaire, si vous voulez. D'accord. Et donc, c'est un des points d'entrée de la médecine légale. D'accord, oui, c'est quelque chose qui a marqué plein de domaines. Voilà, c'est effectivement pour la médecine légale. D'ailleurs, il y a eu un congrès de médecine légale qui s'est fait, depuis que je suis là, un petit congrès de médecine légale qui s'est fait dans nos locaux. D'accord. Donc, alors vous êtes bien sur Radio Courtoisie, le libre journal des artisans, donc avec Benoît Aguelon, et nous accueillons l'abbé Cellier, qui est en charge de la gestion et puis aussi la rénovation
Notre-Dame de Consolation, 8 rue Goujon. 23 rue Jean Goujon, dans le 8e. 23 rue Jean Goujon, dans le 8e. Voilà, c'est la rue Jean Goujon, c'est la rue parallèle à l'avenue Montaigne, où ces dames achètent leurs robes, leurs sacs et leurs parfums. D'accord, tout à fait. Donc, je reviens effectivement sur l'architecture, le pavillon, enfin la chapelle expiatoire en elle-même. Je parlais pavillon parce que ça a été primé par l'exposition universelle. Voilà, c'est ça. Donc je pensais pavillon avec exposition universelle. Mais comment se présente-t-elle pour les gens qui n'ont pas encore visité cette rue, et puis les gens qui nous écoutent en province? Voilà, donc c'est une chapelle ronde. C'est une chapelle ronde avec 2 petits bas-côtés, n'est-ce pas, très décorée. Il y a eu, donc, Guilbert s'est entouré de grands artistes, Yolin pour la sculpture, Caro pour les vitraux. Il y a 2 grands vitraux dans la chapelle et des vitraux dans le chemin de croix. Et puis Albert Maignan, qui a dessiné les cartons des vitraux et qui a fait la grande toile marouflée, c'est-à-dire une voûte au-dessus de la chapelle qui fait, je sais pas, 10 mètres sur 10 mètres, quoi, si vous voulez. Une toile qu'il a peinte en hauteur, sur place, si vous voulez, à partir de cartons qu'il avait fait chez lui, si vous voulez, mais qui est une magnifique toile qui actuellement, encore une fois, est assombrie par la pollution, la saleté, etc. En plus, actuellement, l'électricité qui l'éclairait est coupée à cause des travaux, mais qui va être, lorsque nous referons l'intérieur, qui va être nettoyée, dégagée, et qui va, lorsqu'elle va être remise en lumière et en visualisation, ça va être magnifique, parce que quand on voit les photos d'origine, c'est magnifique. C'est une très belle toile qui, encore une fois, manifeste les victimes accueillis, si vous voulez, par notre Seigneur et par la Sainte Vierge au ciel. D'accord, oui, c'est vraiment quelque chose commémoratif. Voilà, c'est vraiment le souvenir des victimes, et ça invite à la prière pour les victimes, et nous prions bien sûr tous les jours pour les victimes et pour leurs familles également, n'est-ce pas, qui en descendent et qui gardent ce lieu de mémoire. Et derrière, encore une fois, il y a un chemin de croix dont chaque station, chacune des 14 stations évoque une famille qui en réalité... Alors, vous avez 2 grandes plaques de marbre qui listent toutes les victimes. Oui. Et le chemin de croix, chaque station a été payée par une famille, on va dire, qui a bien voulu payer, et donc honore, si vous voulez. Donc il y a quelque chose de commun, les stations du chemin de croix, mais il y a un cénotaphe qui honore telle ou telle victime, ou parfois 2 victimes, ou parfois 3 victimes quand il y a la mère et les 2 filles, par exemple, ce qui est le cas au moins une ou 2 fois. D'accord. Il y a... Donc aujourd'hui, il y a plus d'un siècle. On va le réévoquer au cours de l'émission. Il y a une rénovation qui est en cours. Voilà, un grand chantier, si vous voulez, sous le contrôle de la direction régionale de l'action culturelle, n'est-ce pas, la DRAC. Donc un chantier de rénovation. Et nous sommes dans la première tranche. Et la première tranche, c'est le clos et le couvert, comme on dit, c'est-à-dire les deux dômes en plomb. Grand dôme qui surplombe la nef et un petit dôme qui surplombe le chœur, c'est-à-dire l'autel, si vous voulez. Et c'est actuellement, sur 2 ans, les 2 premières années de ce chantier, nous rénovons le grand dôme qui est en fin de rénovation, et le petit dôme qui est en début de rénovation. Celui qui a fait l'objet de l'attention de Maignan, c'est ça? Alors, si vous voulez, le grand dôme. Alors, le grand dôme, c'est lui qui a fait sous ce grand dôme, parce qu'en réalité, il y a 2 voûtes. Une voûte sur laquelle est la toile marouflée, et au-dessus, une deuxième voûte sur laquelle sont les plaques de plomb.
D'accord. Voilà. Donc c'est un très beau travail. Hein. C'est un travail d'une qualité incroyable, hein, et qui a été très bien fait. Et les couvreurs, quand ils ont donc enlevé les tables de plomb et regardé dessous, à partir du moment où ils ont travaillé, on avait fait des petits sondages, mais on ne pouvait pas tout voir, on montrait que la voûte de briques, elle est double. Il y a une voûte de 2 épaisseurs de briques sur lequel il y a 20 cm de plâtre, sur lequel il y a les tables de plomb. Donc c'est quand même... D'accord. Et en dessous, il y a une autre voûte sur laquelle est accrochée la toile marouflée. D'accord, oui, c'est quelque chose, c'est un travail à l'ancienne. C'est un travail tout à fait à l'ancienne, et je dois dire que les compagnons, par exemple les couvreurs, sont des gens qui viennent de passer 1 an à Notre-Dame, d'accord ? Ils viennent de passer 1 an à rénover Notre-Dame, n'est-ce pas ? Et ils sont enfuis de Notre-Dame, ils ont laissé leurs camarades continuer à Notre-Dame, ils se sont enfuis pour faire ce chantier, parce que c'est un chantier un peu exceptionnel. Comme dit je dirais, le chef d'équipe des couvreurs, il dit « un dôme, c'est rare, un dôme en plomb, c'est très rare, et un dôme en plomb où on refait tout, ça n'arrive jamais ». Donc, pour lui, pour eux, c'est le chantier de leur vie. Si D'accord. C'est un chantier exceptionnel dans leur travail. Donc c'est 3 épaisseurs. Alors vous avez donc la voûte. L'épaisseur de briques, l'épaisseur de plâtre. Deux épaisseurs de briques. Ensuite entre 15 et 20 cm de plâtre. Et ensuite des tables de plomb. Voilà. D'accord. Donc c'est quand même costaud. Hein, il faut que ça tienne. Alors il faut savoir que nous sommes en bord de Seine. Oui. Nous sommes en bord de Seine. Et donc, Gilbert a choisi de ne pas faire comme le Grand Palais avec des pieux enfoncés, qui est une des techniques classiques, mais il avait peur d'ébranler les immeubles alentours. Oui. Et donc, il a fait une plateforme de 500 mètres carrés sur 1,80 m de béton ferraillé. C'est une des premières utilisations du béton. Du béton. Donc, une espèce d'immense plaque sur laquelle repose, même si c'est sur des terrains un peu marécageux, ça ne bouge pas, si vous voulez. Oui, c'est une dalle de béton comme on en fait aujourd'hui. Voilà, immense et énorme, si vous voulez. Il y a parce qu'en fait la largeur de la chapelle dans la rue n'est pas si grande. Ça fait 20 mètres de large. 20 mètres de large. Oui. Donc cette chose-là, tout est en profondeur. Voilà, qui soutient comment on appelle ça. Il y a 700 mètres au sol. D'accord. L'ensemble fait 700 mètres au sol. Voilà. Et 700 mètres carrés. 700 mètres carrés. Voilà, 700 mètres carrés. Ouais. C'est important. Donc c'est un chantier d'exception pour les couvreurs. Le choix de partir de Notre-Dame par rapport à ce défi et si vous voulez, ce qui est intéressant pour eux, c'est qu'ils mettent, si vous voulez, lorsqu'ils sont à Notre-Dame, s'il y a 500 mètres carrés de table de plomb à remettre, c'est tous les jours pendant 3 mois, c'est tous les jours la même chose. Bon, on a compris, au bout de 10 tables de plomb, on a compris, d'accord ? Là, ils mettent en œuvre, je veux dire, tous les jours, toute leur technique, parce qu'ils rencontrent tel ou tel. Vous voyez ce que je veux dire ? Le dôme n'est pas immense, mais il requiert l'autre fois j'entendais c'était drôle parce que moi je suis à côté, si vous voulez, dans mon bureau à côté pas loin du chantier, si vous voulez, je les entends parler s'ils parlent un peu fort, et donc j'entendais le chef d'équipe justement qui dit à un autre: non, tu t'es trompé, on a 2 sortes de plâtre, le plâtre à gros grain, le plâtre à petit grain, et tu as mis du strass à petit grain alors qu'il fallait mettre du gros grain. C'est très précis, c'est très technique, c'est pas voilà, je fais ça à la grosse, hein. Ils font ça très précisément. Alors il faut savoir que ça a été très bien fait. C'était un beau chantier, mais ils ont été, entre 1897 et 1900, je ne sais pas si vous voyez l'ampleur de ce qu'il fallait construire. 3 ans. Voilà, 3 ans, alors qu'il n'y a pas les techniques modernes, il n'y a pas les grues, si vous voulez. Donc, ils ont fait ça bien, mais parfois un tout petit peu vite. Oui. Et là, c'est refait vraiment avec les techniques traditionnelles, mais très très précises, et tout est très bien fait. Et quand une technique plus moderne permet d'améliorer, alors éventuellement ils l'apprennent, si vous voulez, notamment ce qui va concerner la protection sur le long terme, si vous voulez, des choses qui vont empêcher l'altération, si vous voulez, qu'on a mis au point maintenant et qui sont intéressantes. Je ne sais pas, quand on va faire le ravalement de façade, je sais que maintenant ils mettent des produits sur les pierres qui font que les pierres s'altèrent moins qu'elles ne se sont altérées dans le passé. Bon, il faut dire aussi que
Paris était beaucoup plus pollué, hein, oui. parce que Paris était une ville encore industrielle. Maintenant, Paris, malgré ce qu'on dit, est beaucoup moins pollué qu'elle ne l'était à l'époque. Et puis, le chauffage était au charbon, et c'était un chauffage typique des églises parisiennes, c'est-à-dire à air pulsé. C'est-à-dire que ça balance de la poussière et qui se colle partout et tout ça. Donc effectivement, il y a, je dirais, il faut vraiment tout mettre en œuvre pour à la fois avoir ces techniques traditionnelles de respect des matériaux, de respect des structures, de respect du travail fait précédemment et de restauration. Et en même temps, lorsque c'est pertinent, utiliser une technique plus moderne que les gens de 1897 auraient utilisé s'ils l'avaient connue, quoi, disons. Tout aussi pérenne. Voilà, celle qui. Alors, c'est ça qui est drôle, c'est que les gens de la DRAC, etc., lorsqu'on leur dit tiens, on va faire ça, ils disent ah non, on n'a pas assez de recul là-dessus, donc on va aller vers d'autres choses, si vous voulez. Voilà. D'accord. C'est classé, si vous me parlez des gens de la DRAC, donc c'est classé monument historique. C'est depuis 1982, c'est classé monument historique. Hein. Sachez que le Sacré-Cœur vient d'être classé et que la Tour Eiffel ne l'est pas. D'accord. donc voilà, c'est un monument classé depuis 1982. Il n'est pas seulement inscrit, il est classé depuis 1982. Et donc effectivement, il est protégé. Et la DRAC, je dirais, aime bien notre chantier parce qu'elle voit que c'est un chantier intéressant. C'est un chantier. Alors, si vous voulez, là vient d'être fait dans les 4-5 dernières années le Grand Palais, hein, qui est notre voisin, hein, qui est à 300 mètres. Mais c'est un chantier gigantesque, énorme. Oui. Là, c'est un chantier très humain qu'on peut visiter. On visite en 20 minutes. On peut voir à peu près tout ce qu'il y a dans le chantier. Et donc, il est intéressant parce que, encore une fois, toutes les techniques, à tous les moments, sont mises en œuvre. Tous les gestes, il y a une réappropriation des gestes. Disons que, si vous voulez, ce sont des gens... là, par exemple, si vous voulez, donc ce dôme en plomb est divisé en 4 méridiens. D'accord, 4 parties, hein, 4 quartiers d'Orange, si vous voulez. Et sur chaque méridien, vous avez les instruments de la Passion, c'est-à-dire le Saint-Suaire, la croix, la couronne d'épines, les tenailles, les clous, l'éponge, la lance. Vous voyez ce que je veux dire ? Les instruments de la Passion. Donc, qui sont représentés dans des sculptures en plomb magnifiques. Et la documentation le montre manifestement par les photos, les cartes postales de l'époque, par l'affirmation de l'architecte Gilbert. Et la DRAC nous a demandé de faire des analyses par un laboratoire spécialisé qui, effectivement, a manifesté que c'était doré. Ces instruments de la Passion étaient dorés. À l'origine dorés. À l'origine dorés, d'accord ? Et nous venons de refaire le Grand Dôme intégralement. Les sculptures ont été réhabilitées en atelier, elles ont été replacées et elles sont en train d'être dorées. Donc vous avez 2 doreuses qui travaillent et qui sont en train de poser 30 000 feuilles d'or. 30 000 feuilles d'or, oui. Voilà, d'accord ? Et c'est magnifique. Hein, et donc tout ça, nous avons des échafaudages qui montent à plus de 30 mètres de haut, n'est-ce pas ? Et c'est entièrement emballé dans une bulle de plastique, à la fois pour protéger de la pluie, puisqu'on découvre, et aussi pour que les doreuses n'aient pas de courant d'air, de pluie qui rentre, etc. Oui, parce qu'une feuille d'or... Voilà. Parce que sinon, ça s'envole, quoi, si vous voulez. Et donc, effectivement, quand on va... C'est-à-dire, je pense, en début de l'année 2026, peut-être en janvier-février, quand on va enlever, si vous voulez, les échafaudages hauts et la bulle plastique, sous le soleil, ça va péter le feu. Est-ce que c'est visible ? Alors, si vous voulez, donc ce dôme, son surnom, c'était le petit dôme des Invalides, pour donner un petit esprit de ce que ça va représenter. Voilà, de représenter. Simplement, l'avantage des Invalides, c'est qu'il y a une magnifique perspective depuis la Seine. Nous n'avons pas de perspective, puisque nous sommes dans une rue entre deux bâtiments, et que la rue est large, mais enfin, c'est pas les Champs-Élysées, si vous voulez. Mais si on se met en face, sur le trottoir d'en face, on voit quand même un petit peu, on verra un petit peu les dorures, mais nous qui sommes à l'intérieur, nous les verrons très bien. D'accord. D'accord. C'est donc couvreur avec un nouveau, avec un travail traditionnel, mais on s'interdit pas de nouvelles techniques, d'horreur. Voilà. Donc les doreurs. Pour vous dire un petit peu, hein, l'autre fois, leur chef leur dit « Tiens, vous allez retourner à Notre-Dame ». Il dit « Non, nous on reste ici, on ne veut pas aller à Notre-Dame ». Et l'autre fois, ils étaient absents. Il y a les échafaudeurs
devaient travailler, donc ils ne pouvaient pas travailler parce que les échafaudeurs replaçaient les échafaudages pour qu'ils puissent mieux travailler, donc la coexistence n'était pas possible. Donc ils étaient absents, mais le lendemain, pour plaisanter, je leur dis, mais vous n'étiez pas là, vous êtes des gros paresseux. Ils me disaient, monsieur l'abbé, on a été à la Sainte-Chapelle, quoi, vous voyez. D'accord. Voilà. C'est pour vous dire dans quelle ambiance ils travaillent, quoi, si vous voulez, à quel niveau ils travaillent. Donc effectivement, les couvreurs, alors il y a d'abord eu... Je pense que c'est pas mauvais d'en parler parce que les gens admirent les couvreurs, les doreurs, c'est tout ça. Mais il y a d'abord les échafaudeurs. Les échafaudeurs, c'est un travail vraiment très technique, très précis. Ils font en sorte qu'on puisse accéder dans de très bonnes conditions et de praticité et je dirais, de sécurité. Donc je pense qu'il faut leur donner un petit coup de chapeau. C'est pas très glamour, mais c'est un travail très important. Donc vous avez ça. Alors vous avez Prado Morin, dont on a parlé, donc les couvreurs s'appellent Coanus, les doreurs s'appellent Mariotti, mais les échafaudeurs s'appellent Anthropos. Et puis, vous avez, comment dirais-je, l'entreprise de Gros Œuvre qui est Pilote, si vous voulez, et eux, en fait, ils ont le lot de pierres de taille. Donc, si vous voulez, la base du Grand Dôme est faite de pierres de taille. Et donc, ces pierres de taille ont été nettoyées. Et lorsqu'elles étaient trop altérées, elles ont été changées. Donc, ils ont enlevé l'ancienne pierre et mis une pierre nouvelle qu'ils ont adaptée, etc. Alors, tout ça suppose qu'effectivement, on recherche soit la carrière d'origine, soit des pierres exactement de même composition. C'est très bien, vous anticipez mes questions. Voilà. Donc, effectivement, ils ont des abacs, ils ont des bouquins avec comment dirais-je, la nature de la pierre. Et on leur dit, ben voilà, c'est telle carrière a exactement le même type de pierre, donc vous pouvez prendre là-dedans. D'accord. Donc, effectivement, ils ont fait ça. Il y a une croix au haut de la façade. Il y a une croix sommitale, si vous voulez, dont le haut était très altéré. Ça a été descendu, entièrement refait en atelier, et il y a quelques semaines, ça a été replacé avec une grue. Et ensuite, le tailleur de pierre qui avait taillé en atelier, comme il avait laissé de la matière en bas, si vous voulez, il a retaillé pour que ça s'harmonise, que ça descende correctement, si vous voulez, la partie haute et la partie basse. Et ensuite, il y a un patineur artistique, si je puis dire, un patineur qui est venu patiner et la croix et l'ensemble des pierres du bas du dôme. De manière à harmoniser, en fait. De manière à harmoniser les pierres nouvelles, les pierres plus anciennes, etc. De façon à ce que tout soit dans le même ton. Et vous avez ça, donc effectivement, le Gros Œuvre, qui pilote des choses telles que les baraquements de chantier, etc., mais qui a cette section tailleur de pierre importante. Et puis, vous avez effectivement des serruriers, métalliers, si vous voulez, qui notamment ont... il y a donc la première voûte. Et entre la première voûte et la deuxième voûte, vous avez une charpente métallique qui a pour but exclusif, non pas de soutenir la voûte, qui se soutient tout seul, mais de soutenir la Vierge de 8 mètres de haut, qui est au sommet, qui est au-dessus du dôme, si vous voulez. Et donc, ils ont, je dirais, nettoyé, repeint, restauré, quand il le fallait, cette structure métallique qui est un peu Eiffel, si vous voulez, un style Eiffel, qui soutient cette Vierge, évidemment, parce qu'il faut qu'elle tienne sous le vent, quoi. Il ne faut pas qu'elle s'envole, ça serait ennuyeux. Alors, cette Vierge avait été redorée en 2003. Il y a un petit travail, un certain travail de restauration, mais qui n'a pas pu être fini, justement. C'est pour ça que nous avons été embauchés, si je puis dire, parce que l'association s'est aperçue qu'elle n'arriverait pas à faire l'ensemble. Donc, il nous a dit, reprenez le chantier. Donc, c'est ce que nous faisons et nous en profitons puisque nous avons les échafaudages, nous sommes sur place, donc pour vérifier tout ce qui a été fait à l'époque. Et donc la Vierge qui a été bien redorée, mais ça fait maintenant 22 ans, n'est-ce pas? Et donc il y avait des endroits qui étaient un petit peu altérés et les doreuses ont retravaillé ça parce qu'on ne va pas remonter les échafaudages tous les 4 matins. Oui, c'est ça, oui. On en profite pour faire... voilà, tout ce qu'on peut. Pour faire ce qui est secondaire et ce qui n'était pas prévu. Donc ça, c'est une première phase. Voilà. C'est une première phase
qui a été financé, Alors, c'est une phase. Nous sommes monument historique. Nous avons le droit à 40% de subvention de la DRAC. D'accord. Sans oublier que ce sont des entreprises très spécialisées, donc plus chères que votre plombier du coin, ça c'est clair, hein, mais qui le valent. Voilà. Et nous recherchons effectivement donc les financements. Nous avons une collecte sur la Fondation du patrimoine qui permet de soutenir le projet, n'est-ce pas? D'accord. Voilà. Mais donc nous avons ces 2 premières années, donc le Grand Dôme, le Petit Dôme. Donc ça va nous mener jusqu'à, disons, octobre 2027, c'est ça? Octobre 2026 peut-être. Octobre 2026, excusez-moi. Voilà. Et ensuite, nous allons faire le ravalement de façade. Donc le ravalement de façade sur rue et à l'intérieur, mais bon, le plus intéressant est sur rue, sachant qu'il y a un grand escalier monumental, si vous voulez, à double révolution, à double entrée, et que cet escalier va être démonté pour être nettoyé, réhabilité, etc., et réinstallé. Donc ça va être quand même un gros chantier. Et il y a une porte monumentale en bois qui doit faire... je sais pas, 6 mètres de haut et 5 mètres de large, ou quelque chose comme ça, qui va être démonté pour refaire les gonds qui étaient en acier et qui ont rouillé et donc qui ont fait exploser parce que ça a augmenté, etc. Donc ça va être un assez beau chantier, un des gros chantiers, si vous voulez, ce ravalement de façade. C'est pas seulement un petit Karcher, si vous voulez. Il y a des pierres à réhabiliter. Enfin, il y a un travail de pierre, il y a un travail de démontage et de remontage de l'escalier, de travail évidemment de cette grande porte. Et ensuite, nous attaquerons la rénovation de l'intérieur de la chapelle, et je pense dans cet ordre-là, ensuite la rénovation du chemin de croix. Alors d'accord, donc il y a une phase 3, 3.1, 3.2... Voilà, c'est ça. Sachant que, si vous voulez, à l'intérieur, c'est essentiellement du nettoyage. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la DRAC nous a demandé qu'interviennent en amont des travaux deux personnes, des conservatrices de haut niveau, qui sécuriseraient, parce qu'évidemment, forcément, ça ébranle. Vous avez des gens qui marchent, vous avez des gens qui tapent avec des marteaux, bon, ça ébranle, pour éviter que des morceaux de décoration ne tombent. Donc elles sont intervenues donc avec une nacelle qui est rentrée dans la chapelle. Elles sont intervenues pour mettre une espèce de pansement, si vous voulez, qui empêche les éléments de tomber s'ils sont un peu fragilisés, avant d'être restaurés, avant d'être, je dirais, renforcés ou changés. Pendant le cours de la phase 1, qui était la rénovation du Dôme. Voilà. Et elles en ont profité, puisqu'il y avait la nacelle, pour, je dirais, nettoyer, comme sera nettoyé dans le futur, si vous voulez, des choses 50 cm sur 50 cm en 4 endroits. Elles sont intervenues pour nettoyer. Voilà, très simplement, mais nettoyer quand même, pour donner une idée de ce que ça donnera. Et ça sera vraiment magnifique. D'accord. Ça sera vraiment magnifique, parce que si vous voulez, là, c'est très encrassé, c'est très noirci, donc ça rayonne pas, si vous voulez. Ça rayonne pas comme ça devrait rayonner, alors que normalement, il devrait y avoir des murs blancs, il devrait y avoir des peintures resplendissantes avec de l'or, tout ça, mais tout ça, c'est très terni. Et donc, effectivement, comment dirais-je, ça va être très, très beau. On voit, quand on fait visiter, on dit, regardez ces 4 endroits, ça vous donne l'idée de ce que ça va être. Oui, c'est l'imagination qui va permettre de... Et donc, ça sera du nettoyage. Alors, si vous voulez, en soi, donc il n'y a pas d'altération grave, etc. Il y a eu un petit peu d'infiltration d'eau, parce qu'au bout de 125 ans, la couverture n'était plus tout à fait étanche, mais comme il y avait double couverture, voilà, l'eau n'a pas pu s'infiltrer non plus de façon massive. Donc, il n'y a pas de grandes altérations. C'est plutôt de la salissure, ce qui, à mon avis, va coûter cher. C'est 2 choses. C'est l'échafaudage, évidemment. Qui va monter à 20 mètres de haut, si vous voulez. 20 mètres de haut, voilà. C'est ça, à l'intérieur. Il faut le faire venir, le faire monter. Et puis, le temps.
parce que c'est des gestes très méticuleux, avec des grands professionnels. Hein, c'est des gens qui sont très très formés, parce que selon ça, si c'est une peinture, si c'est une sculpture, si c'est de la pierre, si c'est du bois, si c'est du plâtre, c'est différent. Si c'est doré, par exemple, l'architecte Arnaud de Pémy, un architecte monument historique, notre architecte, donc Arnaud de Pémy, me disait, il faut que passe un spécialiste. Donc, au-dessus du chœur actuellement, au-dessus de l'autel, si vous voulez, nous avons installé un échafaudage provisoire, parce que comme ils sont en train de travailler au-dessus, pour pas que nous tombent des morceaux sur la tête quand ça ébranle un petit peu, quoi. Et donc, mais de ce fait-là, on peut monter sur cet échafaudage et regarder la voûte facilement, parce qu'on est tout à côté. Bon. Et donc, il va faire monter un spécialiste qui va lui dire qu'est-ce qui est doré à la feuille et qu'est-ce qui est, on va dire, doré à la peinture. D'accord. Voilà, tout n'est pas. Je regardais l'autre fois un beau documentaire sur le Paris haussmannien. Bon, c'est post-haussmannien, hein, puisque Haussmann c'est 1850-1870, donc c'est post-haussmannien, mais c'est quand même dans les mêmes époques, pas très loin. Et donc il parlait de la grande galerie du Sénat que Napoléon III voulait faire sa salle du trône, n'est-ce pas? Et la voix off disait tout est doré, tout est magnifique, mais sachez qu'il n'y a eu que 900 grammes d'or, parce que la plupart c'est la peinture dorée. Vous voyez, donc ils ont fait ça un peu à l'économie. Donc savoir qu'est-ce qui est doré à la feuille et qu'est-ce qui est simplement peinture dorée de qualité, hein, pour savoir comment on aborde la problématique, si vous voulez, hein, parce que c'est pas la même chose. Et en fait, il y a un cahier des charges qui se construit au fur et à mesure de l'avancement des travaux, finalement. Alors, il faut savoir que c'est un monument historique, donc nous n'avons pas de permis de construire. Donc, nous n'avons rien à voir avec la ville de Paris, nous ne lui demandons rien du tout, n'est-ce pas? D'accord, ce qui est très bien. Voilà. Nous avons une autorisation de construire qui est délivrée par la DRAC. Par les monuments historiques. Mais, contrairement à un permis de construire qui ne demande que de la technique, voilà ce que je vais faire, on va dire, si vous voulez. Dans une autorisation de construire, il y a d'abord un gros dossier qui dit qu'est-ce que ce bâtiment, quelle est son histoire, quelle est ses techniques, comment il se présente, de façon que la DRAC puisse évaluer vos solutions techniques. Vous abordez ça comme ça, mais d'après ce que vous dites et d'après les documents que vous donnez, ceci, cela. Et donc, il y a tout un travail de recherche. C'est un dossier assez long et assez complexe, très intéressant. Hein, très intéressant. Fouiller dans les archives, le fonds Mérimée, qu'on appelle le fonds Mérimée, qui garde l'ensemble des choses qui concernent les monuments historiques. Donc, pour aller fouiller là-dedans, pour avoir les dossiers de l'architecte, les dossiers des restaurations qui ont pu être faites au cours du temps, ou des interventions, ou des rapports d'inspecteurs, ou que sais-je, des monuments historiques, de façon à ce qu'on sache effectivement. Donc, on a fait je dirais, ce dossier d'autorisation de construire pour les dômes. Et maintenant, notre architecte doit faire la même chose pour la façade, et ensuite, il fera la même chose pour l'intérieur. Mais donc, il commence à anticiper. C'est pour ça que, puisqu'il a un échafaudage, il va faire monter quelqu'un pour examiner cette voûte sans avoir besoin d'une nacelle, si vous voulez. C'est quand même... Pour pouvoir évaluer les coûts. Pour pouvoir évaluer les techniques d'abord, si vous voulez. Ensuite, il calcule ses coûts pour anticiper les devis. Mais d'abord, quelle technique il va être utilisée. Lorsqu'ils ont nettoyé les pierres, donc ce qu'on appelle le tambour, le bas du dôme, eh bien, l'architecte me disait, bon voilà, ils vont essayer 3 techniques. Donc le latex, ce qu'on appelle le latex, grosso modo le Karcher, et la troisième, je ne sais plus, peut-être un laser ou je ne sais pas quoi. Et il s'est avéré que c'était la technique la plus basique, c'est-à-dire le Karcher, on va dire, qui marchait le mieux, si vous voulez. Mais dans d'autres endroits, il m'a dit, moi, dans d'autres endroits, j'ai utilisé le latex qui a très bien marché. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on cherche la technique qui sera la plus adéquate en fonction de ce que nous avons devant nous. Mais justement, il faut aller regarder, il faut photographier, il faut examiner, il faut faire venir éventuellement un laboratoire qui vous dit, voilà, c'est fait comme ci, comme ça. Et à partir de ce moment-là, on va trouver la technique qui va correspondre effectivement à la problématique. Le partage des rôles entre les propriétaires, enfin tout au moins les héritiers, les descendants des victimes, qui sont propriétaires, et vous-même qui êtes... Alors nous avons un bail amphithéotique. Voilà. Un bail amphithéotique, c'est-à-dire que un bail de très longue durée. C'est un bail de très longue durée, mais surtout, c'est un bail dans lequel nous nous comportons comme des propriétaires.
Et nous sommes délégués, le bail nous enjoint de rénover. Et donc, si vous voulez, c'est notre travail. Donc, en quelque sorte, l'association propriétaire nous a confié ça et n'a rien à dire. Bien sûr, elle est mise au courant, elle suit le dossier, si vous voulez. Mais c'est nous qui sommes en charge de faire ça dans les règles de l'art, bien sûr, et sous la surveillance de la DRAC. La DRAC ne laisse pas, on va pas mettre du plastique, voilà, on va pas du plastique ou je sais pas. Non, c'est très précis, si vous voulez. Hein. Toutes les procédures sont décrites et la DRAC examine et nous dit non, ça va pas, ou ça va, etc. Quoi, hein. Et donc là, je voyais effectivement, de même qu'ils nous ont demandé l'intervention d'un laboratoire pour savoir si ça avait été doré dans le passé, si nos prétentions à redorer étaient justifiées, si ce n'était pas des inventions de notre part parce qu'on voulait faire ça joli. Hein. Mais là, récemment, il me semble que la DRAC a dû dire, bon, dans le projet-là, il va falloir faire venir le laboratoire pour telle ou telle chose, pour vérifier, encore une fois, quelle est la nature du produit, etc., et donc trouver la technique. Hein. D'accord. Mais de fait, nous sommes effectivement le maître d'ouvrage. C'est-à-dire, c'est nous qui pilotons. Mais les patrons. Voilà. Mais bien entendu, c'est l'architecte qui prend les décisions. Les compétences. Et l'architecte, sous la surveillance de la DRAC, mais il connaît très bien la DRAC, il travaille avec la DRAC de Paris depuis de longues années, donc il y a une confiance, et la DRAC sait que c'est un architecte extrêmement sérieux et très compétent, donc voilà, ça se passe bien. Mais c'est nous qui prenons les grandes décisions. Bon, mais ensuite, toute la technique, voilà, je ne vais pas prétendre donner mon avis, hein, ça me dépasse. On va passer à un petit bobino. En 2025, Radio Courtoisie fête ses 38 ans. Pour célébrer ce bel événement, rejoignez-nous à la messe d'Action de Grâce à l'occasion de cet anniversaire et aux pots amicales qui auront lieu le samedi 22 novembre en l'église Sainte-Eugène-Sainte-Cécile, 4 rue du Conservatoire, Paris 9e. Pour participer au pot, inscrivez-vous en ligne sur notre site internet anniversaire.rc.fr ou par courriel à secrétariat@rc.fr ou encore par téléphone au 01 46 51 00 85. Alors nous reprenons vous êtes bien sur Radio Courtoisie, le libre journal des artisans du samedi. Prochaine émission vendredi prochain. À la même heure, 19h30, 21h, et nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir l'abbé Grégoire Cellier, qui est titulaire. Prieur dans notre congrégation. Prieur de Notre-Dame de Consolation, qui fait l'objet d'une rénovation profonde avec différents corps de métier et beaucoup de métiers d'art, donc ce qui justifie parfaitement votre présence dans notre émission. Voilà, je dois dire aux auditeurs que tous les vendredis, je monte sur le chantier pour faire un reportage photographique pour les supérieurs, pour les membres de l'association, etc. Pour qu'ils puissent suivre, qui ne sont pas sur place, qui puissent suivre ce chantier. Et également, je parle, bien sûr, je parle très souvent avec l'architecte, qui m'explique comment ça se passe, tout ça. Mais aussi, je parle avec les compagnons ou compagnonnes, puisque les doreurs sont des doreuses, en l'occurrence, pour leur demander qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils le font comme ça, ou voilà. Vous faites une visite de chantier. Voilà. Et je dois dire que c'est un chantier passionnant. C'est un chantier passionnant. Si vous voulez, dans la partie couvent, j'ai fait faire des travaux. Par exemple, nous avons rénové 3 appartements pour que trois petits appartements pour que les 3 prêtres soient logés, tout simplement. Donc, j'ai aussi documenté, j'ai photographié pour suivre pour avoir le jour venu, si on avait un problème d'assurance, etc., pour avoir la documentation, pour savoir où passent les fils électriques, etc. Donc, j'allais toutes les semaines ou 2 fois par semaine photographier ce chantier. Mais bon, voilà, tirer des câbles, faire du placo-plâtre ou de la plomberie, c'est pas super passionnant, si vous voulez. Non. Tandis que là, je monte avec la joie de découvrir qu'ils ont fait telle partie. Si vous voulez, quand les instruments de la passion passent du gris-plomb à doré, c'est tout simplement magnifique. C'est une joie. Et ensuite, de voir la précision des gestes. Là, par exemple, sur la partie arrière, donc le petit dôme, qu'on appelle aussi le lanternon parce qu'il a trois petits vitraux qui éclairent. Oui. Le haut du cœur, si vous voulez, eh bien, le dessus n'est pas en voûte.
Le côté est en voûte, mais le dessus n'est pas en voûte. Et donc, ils ont refait, je dirais, de la charpente, enfin une espèce de petite charpente en bois. D'accord. Et le chef d'équipe, son métier de base, c'est charpentier. Il est devenu couvreur à partir de charpentier, si vous voulez. Il fait ça depuis 25 ans comme couvreur, si vous voulez. Et donc, ils ont fait un travail entre du chêne, du pin, du hêtre, selon les orientations. Voilà, ça doit être du pin, ça doit être du chêne. C'est tout simplement un travail magnifique. Et je leur ai dit, c'est dommage de le couvrir de plomb parce que c'était tellement joli. Oui, voilà, c'est ça, c'est couvrir le squelette. Voilà. Et c'est c'est un plaisir, si vous voulez. Alors ça me prend 20 minutes, une demi-heure. Je dois monter les échelles, tout ça. Bon, c'est un peu fatigant, mais c'est un vrai plaisir de voir évoluer, si vous voulez, des choses très belles. Au fur et à mesure. Voilà, des choses très belles et d'une technicité vraiment passionnante. Encore une fois, c'est pas, si vous voulez, hop, on balance des trucs vite fait sur... Non, c'est chaque geste, n'est-ce pas, est précis et, comment dirais-je, obéit à quelque chose. Par exemple, si vous voulez, ceux qui ont construit en 1900, si vous voulez, ils ont accroché les tables de plomb avec des clous en acier, d'accord ? Mais l'acier, ça rouille. L'acier, ça rouille, et la rouille fait une augmentation, une dilatation de 10 fois. 10 fois plus gros, n'est-ce pas ? Donc ça fait exploser, etc. La technique réelle, c'est soit de l'inox, soit du cuivre. Eux, ils ont choisi le cuivre. Tous les clous sont en cuivre. Donc vous avez des caisses de clous en cuivre, j'en ai piqué quelques-uns pour mettre chez moi parce que c'est très joli, mais tous les clous sont en cuivre pour être sûr que ça ne bougera pas et que ça ne fera pas exploser les choses parce que le plomb c'est très lourd. C'est très lourd et c'est ductile, c'est très souple en réalité. Donc s'il n'est pas bien accroché, il va glisser et donc effectivement le haut va pas laisser l'eau, quoi. D'accord. Voilà. Et même pour les clous en cuivre, j'imagine que il y a le travail de la fabrication du clou en cuivre. Voilà, on monte aussi parce que il y a peut-être même plus les machines pour le faire ou le savoir-faire pour le faire. Alors là si vous voulez, donc les tables de plomb ont été retirées. L'ensemble du plomb, qui doit faire, je ne sais pas, 15 tonnes de plomb, 15 à 20 tonnes de plomb, ont été retirées et ont été envoyés à la refonte. Donc, il y a deux techniques pour réhabiliter du plomb, soit le laminage, entre deux presses, n'est-ce pas, soit la fusion, enfin le fondre, on refait tout. Voilà, sur un lit de sable pour qu'il y ait des petites aspérités et que le plomb accroche bien. D'accord ? Et ça a été refondu, donc ça n'a pas été laminé parce que le laminage est de moindre qualité, de moindre résistance. Ça a été refondu. Mais ça a été refondu en Angleterre. Et ça a été refondu en Angleterre tout simplement parce que les lois européennes stupides interdisent de le faire maintenant en Union européenne. Oui, il y a le travail du plomb, c'est ça. C'était ma question suivante. C'était, Et donc, si vous voulez, l'expertise française en particulier de réhabilitation des monuments historiques, nous avons des entreprises vraiment de très haut niveau, ne peut plus s'exercer à cause de lois stupides, au lieu de dire il faut protéger la santé des ouvriers, tout ça, on est d'accord. Mais on a des techniques d'aspiration, de protection, de protection individuelle. Voilà. Non, c'est interdit. Donc, résultat, on ne peut le faire que hors de l'Union européenne, et grâce au Brexit, ça se fait en Angleterre. Donc, effectivement, nous avons un vidéaste qui suit notre chantier et qui est allé sur place pour filmer la refonte des tables de plomb. Alors, sur des films que nous diffusons, on voit cette refonte. C'est magnifique. C'est des gens qui travaillent à l'ancienne. C'est très précis, c'est très magnifique. Mais effectivement, je dirais des normes stupides. Non pas stupides dans la mesure où elles veulent protéger les gens, ça on est d'accord, mais au lieu de trouver les moyens de protéger, on dit si on interdit, tout le monde sera protégé. Oui, c'est ça, c'est la façon la plus simple de le faire. On légifère pour... Alors que, si vous voulez, notamment à Paris, en France, mais notamment à Paris, il y a beaucoup de couvertures en plomb. C'est une technique qui a été un peu dans les monuments, qui a été très employée, qui est une technique très solide, parce que là, c'est quand même une coupole qui a fait 125 ans.
et qui a résisté à une couverture. Sans accroc. Voilà, sans accroc majeur, si vous voulez. Donc, voilà, c'est un petit peu stupide. Donc, effectivement, je ne sais pas d'où viennent les clous. Est-ce qu'ils viennent de l'Union européenne, les clous en cuivre, ou bien est-ce que c'est importé de l'extérieur? Je ne sais pas. Donc, ils utilisent soit du cuivre, soit de l'inox, pour être sûr que ça tienne sur la durée. D'accord. C'est vrai qu'il y a un problème, de législation, de trouille, de trucs de vieux. C'est quand même des trucs de vieux. C'est la société du casque, c'est-à-dire qu'on met toujours un casque pour se protéger. Voilà, le parapluie. Même si c'est inutile. Et ça aboutit à la disparition de savoir-faire. Ça aboutit. Encore une fois, nous avons des entreprises parmi les plus talentueuses du monde sur la protection et la réfection des monuments historiques, mais si on leur interdit de travailler correctement, ça va s'étioler, ça va disparaître, quoi. Hein? Forcément. Alors, c'est ça qui est drôle, si vous voulez, c'est que d'un côté, on vous dit non, pas de plomb comme ci, comme ça, et de l'autre côté, la Convention de Venise vous oblige à refaire ça à l'identique. Oui. Donc, si on décidait de mettre de mettre du zinc, la DRAC nous dirait non. Oui. Vous devez remettre du plomb. Vous êtes bloqué. Voilà, vous êtes bloqué. C'est complètement absurde, puisque vous avez des injonctions complètement contradictoires. Oui, c'est un boulot énorme qu'a l'architecte de pouvoir trouver ses fournisseurs. Disons que là, c'est le couvreur qui, lui, fait ce travail régulièrement et qui donc c'est lui qui a sa filière, si vous voulez, parce que sinon il vivrait plus, quoi. Sinon Alors, il faut savoir que donc les couvreurs, par exemple, le chef de couvreur, il est du Jura, d'accord. Donc ils viennent le lundi matin, d'accord. Ils sont 12 heures par jour sur le chantier. Je dis pas qu'ils travaillent 12 heures parce qu'ils mangent quand même, et ils repartent le jeudi soir. Pour un week-end de 3 jours. Ils sont logés à l'hôtel ou je ne sais pas où, et ils bossent non-stop pendant 4 jours, et puis après ils rentrent chez eux. D'accord. Et en même temps, ce sont des passionnés. Ce sont des gens, je vois bien le soir, il y en a des plus jeunes qui partent, mais les plus vieux, ils restent pour finir le boulot. Il n'y a rien à faire, parce que c'est un beau boulot et qu'on doit le finir. On ne fait pas ça par-dessus la jambe, si vous voulez. Et les doreuses, je les vois, je ne sais pas si vous voyez, elles sont soit debout, soit accroupies. 8 heures par jour à mettre leur truc. Je sais pas comment elles tiennent. Voilà. Et j'ai photographié, j'ai filmé quand elles faisaient le haut. Et le haut, c'était des fleurs avant les instruments de la Passion, si vous voulez. Et je voulais avoir photo et surtout film, un petit film, quand elles faisaient les instruments de la Passion. Mais j'ai un tout petit peu tardé parce que, etc. Et résultat, elles étaient en train de finir tellement elles vont vite. Et elles vite, pas en faisant les choses par-dessus la jambe. Mais elles n'arrêtent pas. Le geste automatique. Elles n'arrêtent pas. Elles travaillent 8 heures par jour. Je ne sais pas comment elles tiennent. Oui, il y a une intelligence de la main, en fait. Voilà, ça. C'est la main qui guide. C'est la main qui guide la matière. Et, voilà. Et tac, ça pose. Après, donc elles posent. Alors c'est très rigolo parce que elles ont des brosses de la largeur d'une main qui doivent être, je sais pas, en poil de martre ou quelque chose de totalement improbable. Voilà. Et en fait, elle se frotte sur le visage. Je ne sais pas si c'est pour l'électricité statique ou pour une légère graisse, je sais pas, pour mieux accrocher le truc. Et c'est un geste très marrant. Hop, visage, la feuille, elle la pose. Ensuite, une fois que sur une certaine surface, tout est apposé, elles époussettent. Parce qu'il y a des petits morceaux de feuilles d'or qui ne sont pas collés, parce que y avait, ça ne convenait pas, si vous voulez, ça dépassait. Donc elles époussettent, et ensuite elles poussent. Alors d'abord, attention, il y a d'abord une première peinture époxy, ensuite 2 couches de peinture d'accroche, les feuilles d'or, et ensuite une sorte de... Un fixateur. Un fixateur et un protecteur, si vous voulez, pour éviter que ça s'altère trop vite. Donc, je ne sais pas si vous voyez le travail que ça représente, quoi. Alors, ce sont des sous-traitants qui ont fait les 3 couches de peinture, des spécialistes qui font que ça, si vous voulez. Ensuite,
elles posent les feuilles d'or, ensuite elles les époussettent et ensuite elles mettent le produit protecteur, si vous voulez. D'accord, ils ont un timing aussi un petit peu... Alors, la question, c'est que c'était ça qu'il fallait bien... un déroulé plutôt, parce qu'on est sur Radio Courtoisie, on ne parle pas anglais. Voilà, mais la question, c'est il s'agissait de ne pas se planter, parce qu'ils ne peuvent pas faire ça quand il fait froid. Parce que sinon, il y a une question climatique. Voilà, parce que sinon l'or colle mal, etc. Donc il faut faire d'un moment où il fait suffisamment chaud. Si vous voulez, donc jusqu'à fin novembre, ça va à peu près, si vous voulez. Hein, donc, mais donc à un moment, on s'est dit, est-ce qu'on va tenir sinon, ça nous rapporte de 6 mois. Une saison. Voilà, oui. et je ne vous raconte pas le prix des échafaudages. Hein. Oui, parce qu'il y a toujours les échafaudages. Voilà, c'est ça. Tant qu'elles n'ont pas fini, les échafaudages sont là. Et ça coûte une blinde. Hein. Donc voilà. Donc finalement, ceux qui étaient en amont ont réussi à travailler dans les temps. Et donc, mais là, il faut qu'elles finissent, disons, à fin novembre. Et c'est ce qui va être le cas parce qu'elles travaillent vraiment. Alors, l'architecte avait dit au chef, à M. Mariotti, le patron de la boutique de dorure, il dit faut mettre plus de dorure, etc. Et finalement, il a laissé que ces deux-là, mais elles travaillent tellement vite et avec tellement de ténacité que finalement, ça sera dans les temps, quoi. D'accord, oui, c'est une course contre la montre. Voilà. On va parler d'argent. Voilà. On va parler d'argent. Ça coûte de l'argent. C'est 40% financé par ADRAC, 60% par des dons. Les auditeurs, après avoir payé leur écho à Radio Courtoisie, comment ils vous contactent Alors, déjà, s'ils veulent suivre le chantier, nous avons un site internet sur lequel ils auront des photos, des vidéos, des liens avec des podcasts faits par Stéphane Bern, par Franck Ferrand, etc., qui racontent l'histoire de la chapelle, toutes sortes d'informations, n'est-ce pas? Alors ça, je vais donner le titre de ce site internet. Donc vous tapez sur Google, vous tapez restaurant-ND Consolation, restaurant-ND Consolation, et là vous arriverez sur le site qui vous propose effectivement toute cette information. Et puis, nous mettons au fur et à mesure des films réalisés par le vidéaste, des photos, etc., pour informer, pour que les gens puissent suivre. D'accord ? Il y a un vrai suivi. Voilà. Il y a un vrai suivi de... Voilà. Et par ailleurs, sur ce site, vous avez un petit bouton qui s'intitule « Faire un don » et qui vous mène à la Fondation du patrimoine, puisque nous avons une collecte sur la Fondation du patrimoine et Stéphane Bern est le parrain de notre projet et il a animé déjà 2 soirées de levée de fonds que nous avons réalisées pour récolter des sous, tout simplement. Donc en 2024 et puis tout récemment le 8 octobre 2025, nous avons fait une soirée de levée de dons avec Stéphane Bern. Et donc là, ils pourront arriver sur cette collecte de la Fondation du patrimoine. Et donc, s'ils ont quelques liards, quelques fifrelins, quelques pistoles, tout à fait. Eh bien, qu'ils n'hésitent pas à... Quelques feux d'or. Voilà. Ça, j'ai un frère religieux, si vous voulez, qui est là, et pour rire, il dit... je vais aller récupérer les feuilles d'or, n'est-ce pas? Mais de fait, c'est amusant parce qu'elles ont mis une espèce de grande bâche plastique qui fait tout le tour, je ne sais pas si vous voyez la grandeur de la chose, pour récolter les petits bouts de feuilles d'or qui tombent, parce que quand même, parce qu'il faut récupérer les restes. Voilà, parce que c'est quand même... Alors, je crois qu'il a dit que ça ferait à peu près 500 grammes d'or, parce que les feuilles d'or sont très, très légères, bien sûr. Hein. Mais je crois que plutôt que le chiffre de 30 000 feuilles d'or est plus parlant de l'ampleur de la chose. Alors, effectivement, vous avez comment on appelle ça, les instruments de la Passion. Vous avez un tortillon qui entoure les instruments de la Passion, qui est doré. Vous avez des éléments décoratifs qui vont être dorés, et la gouttière va être dorée. Donc je ne vous raconte pas que ça va flasher. Ça va flasher, voilà. Ça va être superbe. Voilà. Et, phase 1, phase 2, on peut évoquer éventuellement la phase 2 sur l'extérieur. Voilà. Il y a d'autres corps de métier qui vont intervenir. Alors, on sait que c'est une dépose-repose. Alors là, si vous voulez, ça va être effectivement les tailleurs de pierre, on va dire les pierreux, comme on dit, les pierreux qui vont intervenir massivement, puisqu'il va y avoir ce démontage de ce très bel escalier monumental. Je ne sais pas comment ils vont faire, démontage des marches, parce que ce n'est plus étanche.
Donc il s'agit de nettoyer et de remettre de façon à ce que ça soit étanche, parce qu'en dessous ça coule, et il y a des choses en dessous si vous voulez. Donc les pierreux, et puis il y a des décorations en pierre, des pots à feu comme on dit, ou des choses comme ça, qui vont être rénovées, voire refaits en atelier si besoin est. Nous avons les deux statues, comme on a dit, la foi et la charité. Il faut savoir que, je crois que c'est en 1982, l'immeuble d'en face, qui est le siège de la plus grande entreprise de luxe du monde, dont je dirai le nom, et donc était à l'époque le siège de France 2, enfin ça s'appelait Antenne 2, etc. Et il recevait donc un homme politique, dont je tairai le nom, qui s'appelait Jean-Marie Le Pen, et donc il y a eu une bombe qui a été mise, peut-être par action directe ou je ne sais pas quoi. Bref, il y a eu une bombe. Cette bombe n'a pas fait de victimes, elle a cassé des vitres, mais elle n'a pas fait de victimes. Simplement, c'est ça qui est amusant. Alors, pour faire comprendre à nos amis auditeurs, nous sommes dans la rue Jean Goujon. Cette chapelle a été construite de 1897 à 1900 par Gilbert, et un riche arménien qui songeait à établir une belle église, même une cathédrale pour sa communauté qui avait un bâtiment misérable, a été frappé de la beauté de ça, et il a engagé Gilbert pour faire la cathédrale des Arméniens apostoliques, les Arméniens non catholiques. Oui, tout à fait. Oui. Et nous sommes au 23, et cette cathédrale Saint-Jean-Baptiste se trouve au 15 rue Jean Goujon. Donc ce sont nos voisins. Si 100 mètres. Voilà. Et en fait, au bout de la parcelle sur laquelle il y avait le bazar de la Charité. Nous sommes à un bout, et eux, ils sont à l'autre bout. D'accord. Grosso modo, Et donc, il y a dans la même rue, à 70 mètres de distance à peu près, deux édifices religieux, l'un néo-Louis XVI, l'autre style arménien, n'est-ce pas, construites par le même architecte. D'accord ? Et cette bombe, c'est pour ça que je raconte ça, cette bombe qui a détruit quelques vitres, mais qui n'a ni tué personne, ni rien cassé au sens propre d'important, a détruit la croix que tenait la foi dans la main, d'accord, la statue de la foi, et la croix qui surplombait la cathédrale arménienne. Donc c'est assez parlant. Donc par exemple, cette croix va être refaite, qui est dans la main de la statue. Voilà, tout ce genre de choses. Nettoyage, bien sûr. Et j'espère qu'ils auront des produits hydrofuges, on va dire quelque chose, parce que il y a quelques années, j'ai fait passer un petit Karcher à l'eau, rien pour nettoyer, si vous voulez, le côté verdâtre, le verdissement, si vous voulez. Oui, c'est ça. Oui, et en fait, 2 mois après, c'est revenu, si vous voulez, c'est déjà revenu. Donc j'espère qu'ils ont maintenant des produits, justement, ce que nous disons des techniques modernes, les meilleurs, si vous voulez, qui permettent, qui auraient été utilisés par les anciens, s'ils les avaient connus, si vous voulez, pour faire en sorte qu'une fois que ça sera bien nettoyé, que ça que ce soit maintenu en l'état. Voilà, le plus longtemps possible, si vous voulez. Parce qu'on va, là aussi, c'est quand même des échafaudages, c'est quand même des choses un peu, des structures lourdes et chères. Si vous voulez, l'échafaudage, c'est très joli. L'échafaudage, il faut savoir que, tout simplement parce qu'il y a et de la technicité et du matériel. Ça coûte très cher. C'est d'immobilisation, c'est de la location. Ça coûte extrêmement cher. Donc on ne peut pas remettre des échafaudages tous les 4 matins. Donc effectivement, on va refaire essentiellement l'escalier monumental, nettoyer la façade. Alors, c'est ça qui est drôle, c'est que la mairie a écrit déjà, même avant qu'on arrive, on est arrivé en 2013, pour dire vous devez faire du ravalement de façade, ce qui est une obligation légale, mais nous on s'en fiche parce qu'on est monument historique et donc on ne dépend pas d'eux, on dépend de la DRAC, mais il faut le faire aussi, parce que pour que ça soit beau, et donc nettoyage de la façade, rénovation des éléments en pierre, rénovation de l'escalier et dépose de l'immense porte en bois, double porte si vous voulez, porte monumentale en bois, pour refaire les gonds de façon probablement en inox, je ne sais pas quoi, parce que la rouille a fait exploser la pierre dans laquelle étaient les gonds. Et donc les portes aujourd'hui sont difficiles à ouvrir parce que tout simplement c'est bloqué par la rouille. D'accord. Et là en fait c'est encore un autre corps de métier qui est métier de menuisier, qui est métier de serrurier. Alors vous avez deux petites portes en métal. Oui. Une porte centrale en métal et une grille en métal. Et ça va être rénové par des serruriers, effectivement. Donc la grille en métal est déjà partie, ils l'ont déjà enlevée.
il la stocke parce que l'entrée de chantier est par là, donc il la stocke le temps. Et puis, il va falloir discuter avec la DRAC pour essayer de retrouver ce qui était à l'origine. Le problème, c'est que la belle notice de M. Gilbert n'est pas en couleur. Donc, quelle était la couleur exacte ? C'est le grand problème. Voilà, quelle était la couleur exacte, si vous voulez ? C'était quoi ? C'était vert empire, c'était noir, c'était... est-ce que il y a des sortes de petites pommes de pin, si vous voulez, en haut. Est-ce qu'elles étaient dorées, pas dorées ? Bon, là, si c'est doré par rapport à un fond sombre, une photo peut nous donner des indications. Mais, et évidemment, Gilbert, lui, il a décrit beaucoup de choses. Mais il n'est pas rentré dans tous les détails. Oui, c'est ça, c'est que la couleur change avec le temps. Voilà. Et donc effectivement, ça va être rénové, refait, de façon à ce que la façade brille. Alors, sachant néanmoins que c'est un édifice assez particulier, car il est en retrait de la rue. Donc, si vous voulez, c'est le bord de l'escalier qui est en bord de rue. Oui. Il doit y avoir 4 mètres, peut-être 5 mètres, jusqu'à la façade. Ce qui fait qu'on ne voit pas cette chapelle quand on est à 20 mètres avant ou après. On la découvre. En fait, les gens avancent dans la rue. C'est très caractéristique, c'est que les gens avancent dans la rue, puis tac, quand ils sont devant, ils la voient. Alors, ils se tournent et ils regardent. Si vous voulez. Mais on ne la voit pas avec un angle. Si vous voulez. Alors que les Arméniens, ils sont plus sur rue. Oui. Et de la place François Ier, on la voit. Mais nous, on ne nous voit pas, si vous voulez. Donc, ces chapelles, il y a un côté assez discret, finalement. Oui. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas passé devant, et quand on passe en voiture un petit peu vite, on ne la voit pas. D'accord. Si vous voulez, hop, on passe. Si on ne tourne pas la tête à ce moment-là, on ne la voit pas. Oui, oui. Elle n'est pas, si vous voulez, un édifice, normalement, un édifice religieux, une église classique, si vous voulez, elle est relativement dégagée, ou elle est carrément sur rue. Par exemple, Saint-Pierre de Chaillot, qui est la paroisse territoriale, elle n'est pas dégagée, mais elle est sur rue. Oui. Donc, il y a une grande mais nous sommes, je vous dis, à 4 mètres, 5 mètres de la rue, en fait. D'accord. Voilà. Il y a un petit côté mystérieux, en fait. Il y a un côté relativement discret, si vous voulez, ce qui fait que c'est seulement... Vous pouvez habiter dans le quartier, si vous n'êtes pas passé dans la rue pour aller devant, vous la connaissez pas forcément. D'accord. C'est... oui, c'est ça, c'est le côté mystérieux, le côté découverte. 23 rue Jean Goujon pour les auditeurs. Voilà, qui n'hésitent pas à venir. La chapelle est ouverte tous les jours de 16h à 19h15. Oui. Ouverte et à la visite et à la prière. Oui. Et comment dirais-je, le chemin de croix, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mémorial, qui évoque les victimes, n'est pas sous notre responsabilité, la responsabilité de l'association. Nous sommes les desservants de la chapelle. Oui. Donc du côté religieux, du côté. Mais le chemin de croix, nous ne l'utilisons que pour le chemin de croix du vendredi, pour la procession du 2 février, des choses comme ça. Mais sinon, c'est pas ouvert au public, si vous voulez. D'accord. Donc et là, on peut visiter avec l'association qui fait une visite à 14h30 tous les premiers mardis du mois. Oui. Et puis sur demande pour des groupes. Tous les premiers mardis du mois, donc. Tous les premiers mardis du mois à 14h30, il y a une visite. Alors, il faut néanmoins toujours téléphoner avant pour vérifier que tout va bien, etc. Voilà. C'est hors vacances scolaires, donc il faut quand même... Oui, mais il y a des visites, je dirais, 1 à 2 fois par mois, organisées de façon à ce que les gens puissent visiter. Voilà. D'accord. Quand vous parlez d'association, c'est l'association de gestion... C'est les descendants des victimes, qui sont les propriétaires. Oui. Et qui donc assurent, si vous voulez, dans le bail, nous ont confié, je dirais, la chapelle en tant qu'édifice religieux pour la faire vivre et faire une paroisse, si vous voulez, mais ils se sont gardés le souvenir des victimes. D'accord. C'est eux qui font les visites, c'est eux qui maintiennent. Alors bien entendu, nous les aidons, nous sommes et nous restaurons la chapelle pour que ce mémorial soit magnifique, si vous voulez. Mais il y a deux fonctions différentes. D'accord. 2 fonctions différentes, et c'est l'association qui fait visiter. Voilà. D'accord. Voilà.
cette association avec qui vous allez avoir des relations particulières avec la phase 3 qui est la rénovation du chemin de croix, c'est ça? La rénovation, de la chapelle d'abord. De la chapelle, d'abord, et ensuite du chemin de croix. Je pense que ça sera dans cet ordre-là. Bon, on aurait pu faire le chemin de croix d'abord et la chapelle d'abord, mais je pense qu'on commencera par la chapelle puisque c'est là où nous exerçons, et on finira par le chemin de croix qui est, comme je vous le dis, moins visité, moins vu que la chapelle. Qui sera destiné à être vu plus tard, ouvert plus tard. Il est, si vous voulez, il est vu, il est visible. Oui. Premièrement, il est visible, encore une fois, quand nous faisons des activités telles que le chemin de croix du Vendredi Saint, la procession. Et là, donc, disons que les fidèles vont y passer 3 fois par an, parce que procession des rameaux, voilà, 3 fois par an, disons, hein, d'accord. Ensuite, les visites par l'association. Ensuite, la messe du 4 mai, tous les ans, en souvenir des victimes. Là, le chemin de croix est ouvert et ceux qui assistent à la messe peuvent le visiter et, je dirais, prier pour leurs ancêtres, parce que c'est des gens qui... Et puis, pendant les journées, bien sûr, du patrimoine. Pendant les journées du patrimoine, c'est ouvert à la visite. Voilà. D'accord. Voilà. Donc il y a quand même des occasions de visiter. Voilà, il suffit de s'organiser un petit peu, quoi. Voilà. Le calendrier à peu près. Donc on est 2026, 2027, 2028, c'est ça à peu près. Disons, pour moi, j'estime l'ensemble du chantier entre 4 et 5 ans. Donc on a 5 ou 6 ans, je veux dire 5 ou 6 ans. On a commencé donc le 7 octobre 2024. Oui. Donc ça nous mène à 2030. Quoi. 2030. Voilà, à peu près 2030. Alors ça, ce sont des estimations. Moi, je ne suis pas architecte, voilà, mais voyant le temps qu'il faut pour ce chantier-là, j'estime... parce qu'encore une fois, le chantier de ravalement de façade, moi, je l'imaginais un petit coup de Karcher. Oui. Bon, je me suis aperçu que c'était quand même un petit peu plus complexe. C'est plus compliqué. Voilà. Mais... c'est aussi, si vous voulez, la rapidité est aussi liée à la question des moyens. Oui. C'est-à-dire que si on met une personne, ça va moins vite que si on en met 10. Voilà. Encore faut-il pouvoir en mettre 10, c'est-à-dire qu'ils ne se chaînent pas les uns les autres. Mais là, après, si vous voulez démonter les marches, etc., il faut qu'ils mettent un élévateur, une sorte de grue, tout ça. Oui, il y a tout un système. Voilà. Mais après, ça peut être relativement rapide parce que, si vous voulez, la croix sommitale c'est ouvragé. Hein. Elle a été refaite en atelier. Il n'a pas mis 107 ans. Hein, il a mis un certain nombre de mois, bien sûr, mais il n'a pas mis 107 ans non plus. Hein. Donc voilà. Après, j'estime, en comparaison, en me disant, voilà. Bon. Et puis l'intérieur, c'est minutieux, donc c'est potentiellement long, mais étant donné que, comment dirais-je, il n'y a pas de grosses réflexions à faire. Hein, pas de choses, voilà. Et que j'ai vu ces dames qui ont fait ces carrés, les 4 carrés, moi, je pense que 5-6 ans de l'ensemble, 2 ans pour les dômes, et puis 3-4 ans pour le reste, c'est à peu près raisonnable. D'accord. Voilà. Oui, c'est donc, ça. c'est quand même un gros chantier, mais qu'on ne va pas refaire tous les 15 jours. Hein. Donc, pour moi, c'est toujours pour le siècle à venir, si vous voulez. Pour moi, qu'une fois que ça sera fait, ça devrait durer un siècle. C'est ça l'esprit, hein, si vous voulez. Parce que c'est quand même un gros boulot. Et si c'est bien fait, vous savez, une couverture en plomb bien faite, ça tient très bien. Hein. Oui. C'est vraiment extrêmement solide, extrêmement... Oui, on n'est pas sur des bâtiments haute qualité environnementale, démontables, remontables, voilà, c'est ça. Infini. Voilà, oui. Donc pour moi, ce travail tel que nous le faisons, c'est un travail qui... je verrai pas la prochaine restauration. Hein. Je vous le dis tout de suite. C'est patrimonial. Voilà. C'est effectivement quelque chose qui a de l'histoire, du souvenir, de l'émotion. On est pris parce que effectivement c'est un endroit qui rappelle des choses grandes parce que par exemple la duchesse d'Alençon, c'est bien documenté, est morte parce que elle est restée la dernière pour aider les gens à sortir. D'accord. Elle est morte dans un acte de charité, ça c'est incontestable, et elle n'a pas dû être la seule, si vous voulez. Hein. Donc effectivement, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour sauver le maximum de personnes. Alors il faut savoir que en général, on ne meurt pas du feu,
on meurt plutôt des fumées. Ce qui est vraiment dangereux, c'est les fumées. Donc là, même si elle peut, ayant fait sortir le maximum de monde, essayer de rejoindre la sortie, envahie par les fumées, elle tombe asphyxiée, évanouie, et puis elle meurt ensuite par les fumées, quoi. Donc effectivement, je dirais, il y a une âme, il y a un esprit, il y a quelque chose dans cette chapelle. Moi, j'y vis depuis 13 ans. C'est un lieu où souffle l'esprit. Donc, vous pouvez avoir un très beau bâtiment qui mais qui n'a pas autant de résonance qu'un bâtiment comme celui-là. Oui, c'est ça. Il y a ce que vous dites, il y a une âme, un esprit. Est-ce qu'il y a une dévotion particulière ? Alors, si vous voulez, je dirais, en tout cas, nous prions chaque jour pour les victimes. C'est un petit peu, ça fait un peu partie de notre mission, si vous voulez. Oui. Mais après, non, c'était. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ça a été confié pendant 52 ans à ces religieuses, qui sont des religieuses ignatiennes, donc des jésuitines, on va dire, n'est-ce pas ? Oui. Et donc c'est pas grande liturgie, les jésuites, c'est pas de la grande liturgie, si vous voulez. Donc grosso modo, elles avaient des prêtres soit jésuites, soit assomptionnistes, puisque c'était leurs voisins, qui venaient dire des messes basses, enfin, si vous voulez, ce que j'appellerais des petites messes, si vous voulez. Donc, mais elles priaient, elles accueillaient, c'était quand même relativement proche du drame, donc certainement des familles venaient se recueillir, se souvenir de leur mort, etc. Et ensuite, donc en 1952, elles sont parties parce que techniquement, la maison n'était pas tout à fait adaptée à leur genre de vie, si vous voulez. D'accord. Donc elles sont parties et ça a été donné donc aux scalabrinistes, qui est une congrégation italienne qui s'occupe des missionnaires, des émigrants italiens dans le monde entier, si vous voulez. D'accord. Donc on va dire aujourd'hui ce qu'on appellerait les expats, les expatriés, voilà. Bon. Et donc qui eux en ont fait la paroisse italienne de Paris. D'accord. Donc ils ont adapté un certain nombre de choses avant que ça soit classé. Avant que ça soit classé, ils ont fait des modifications, si vous voulez, pour que ça puisse devenir paroissial. Et notamment, ils ont dégagé le chœur, qui était très très réduit parce qu'il y avait une grande statue, etc. Ils ont dégagé le chœur pour en faire un chœur d'église paroissiale, si vous voulez. Et ça, nous en bénéficions. Et donc, effectivement, c'est devenu la paroisse italienne de Paris. Et maintenant, nous en faisons une paroisse du rite traditionnel. Et donc, effectivement, là, il y a une communauté paroissiale qui se rassemble chaque jour. Nous avons 3 messes par jour et le dimanche, nous avons 4 messes. Et donc, il y a une communauté qui vit, vit sa vie paroissiale. Qui vit sa vie paroissiale tranquillement dans ce monument, encore une fois, d'une grandeur, d'une beauté, un peu exceptionnelle, et d'une mémoire, d'un souvenir de personnes qui ont donné leur vie, qui ont été courageuses, et qui poussent évidemment à réfléchir, parce que c'est des gens, il y avait un petit côté honorable, mondain, je veux dire, forcément une kermesse comme ça, il y avait un côté mondain, on se retrouve avec ses amis, on se sait un peu voir, enfin, vous voyez, je veux dire, tout en faisant du bien, mais parce que, par exemple, l'autre fois, j'ai accueilli une messe pour les 125 ans, je crois, d'une œuvre qui existe toujours, qui existait avant le Bazar de la Charité, qui était là le 4 mai 1897, et qui existe toujours pour aider des pauvres gens, si vous voulez. D'accord. Bon, les œuvres n'ont pas toutes disparu. Et donc, si vous voulez, il y avait ce côté mondain et tout ça, mais en même temps, c'était quand même des personnes généreuses. Donc voilà, il y a tout ce souvenir de toutes ces choses-là qui imprègnent ce lieu, quoi. C'est ça, c'est la charité qui est la plus petite des 3 vertus selon Peggy. Mais qui est quand même une grande vertu. Qui est quand même une des grandes vertus. Voilà. Peggy, on avait fait un formidable poème en prose, le mystère du porche de la 2e vertu, qui effectivement parlait de la charité comme la petite sœur des grandes vertus qui étaient la foi et l'espérance. Voilà ça. Donc, alors, pour revenir toujours... pour rappeler tout ceci avant la fin de l'émission, donc sur Google, donc c'est Restaurons
ND Consolation, restaurant-ND Consolation, qui est le site dans lequel nous présentons ce chantier et dans lequel nous documentons justement ce chantier. Oui. Donc il y a des photos que j'ai faites, il y a des films que nous avons fait faire, il y a des liens avec des podcasts qui racontent cette histoire, il y a des textes, il y a toutes sortes de choses pour permettre de mieux comprendre ce qu'il en est, et visualiser, si effectivement des auditeurs de province ou des auditeurs qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à rue Jean Goujon, visualiser ce qu'est cette chapelle, et puis son histoire émouvante, impressionnante, et voilà. Alors, je donnerai un petit exemple, si vous voulez. Lorsqu'il y a eu cet incendie, c'était les premières heures. Donc évidemment, et ça durait un mois, c'est-à-dire les œuvres de charité louaient un stand pour une semaine, 2 semaines, pour vendre des produits, récolter de l'argent, éventuellement rencontrer des familles pauvres pour les aider, pour prendre contact. Enfin, il y avait toutes sortes d'échanges, si vous voulez. Mais évidemment... C'est un bazar. Voilà. Mais évidemment, on n'a rien gagné cette année-là, puisque tout a brûlé dans les premières heures, si vous voulez. Donc une dame très fortunée, n'est-ce pas, veuve très fortunée, est venu voir le patron du Bazar de la Charité et lui a dit combien le Bazar de la Charité a récolté l'année dernière, parce que c'était annuel. C'était annuel. Combien le Bazar de la Charité a-t-il gagné? Alors, je crois, admettons, il avait gagné 1 million de francs or. C'est-à-dire, je pense, 10 à 15 millions d'euros, à peu près, quelque chose comme ça. Et alors, le président a dit, nous avons gagné l'année dernière 1 million de francs or. Ce qui est vertigineux à l'époque. Voilà. Et elle lui a dit, voilà un chèque que personne ne perde à cause de cet incendie. Je ne sais pas si vous voyez, quoi. Elle n'a pas discuté. Alors, pour moi, ça évoque 2 choses. Une générosité, premièrement, et puis ça cloue le bec à tous ces pseudo-féministes qui nous disent que les femmes n'avaient aucune autonomie, etc. Quelqu'un qui peut déposer 1 million de francs, c'est-à-dire 15 millions d'euros, sans barguigner, il y avait quand même une certaine liberté, je trouve, pour une femme comme ça. Si c'est quelque chose qui est admirable, et finalement, en fait, il y a un témoignage de foi, un témoignage de charité aussi. Et donc, personne n'a été lésé, si vous voulez, des œuvres qui souhaitaient récolter de l'argent pour aider les personnes en difficulté. Personne n'a été lésé grâce à ce don exceptionnel, quand même. D'accord. Voilà. Donc c'est tout ce genre de choses, si vous voulez. Alors, l'incendie s'est déclaré pour une animation. Si vous voulez, il y avait un côté petite animation, si vous voulez, qui était une découverte toute nouvelle qui datait de 2 ans, qui s'appelait le cinématographe des Frères Lumière, n'est-ce pas? Et donc, l'écran était éclairé par une lampe, mais qui n'était pas électrique encore, mais qui était une lampe à gaz. Il y a eu un faux mouvement, la lampe à gaz s'est éteinte. Le technicien a cherché, et pendant ce temps-là, quelqu'un bien intentionné a craqué une allumette, et c'est là que ça a démarré. Donc, vous voyez, il y a tout un enracinement, comme on disait, les dentistes qui sont intervenus. Voilà, il y a tout. C'est très riche. On est sur la belle époque, entre la tradition et puis en fait la modernité, qui arrive, etc. Et la philosophie que nous avons aujourd'hui, que vous avez aujourd'hui de rénover ceci, tout en gardant la tradition. Voilà, inscrire vraiment dans les gestes pérennes, mais en utilisant les techniques modernes si elles sont pertinentes, et encore une fois, si nos ancêtres l'auraient prise s'ils l'avaient connue. D'accord. Merci beaucoup, monsieur l'abbé Grégoire Sellier. Et donc, restaurant Notre-Dame ND Consolation. Restaurant-ND Consolation. Vous tapez ça sur Google et vous arriverez sur notre site, et ça vous permettra de suivre l'actualité de notre chantier. Merci beaucoup. Ce fut une émission passionnante. Et je dis à tous nos auditeurs, à vendredi prochain. Au revoir.